Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors, même si l'économie rurale prédomine, il ne faut pas oublier que les villes, même si elles ont été affaiblies après la chute de l'Empire, continuent à jouer un rôle dans les royaumes barbares. Certaines anciennes cités romaines comme Toulouse, Arles ou Tolède deviennent des centres politiques et religieux importants. Les marchés locaux dont je parlais tout à l'heure permettent aux artisans de vendre leurs produits tels que des vêtements, des armes, des objets en métal. Le commerce international, qui a quand même diminué mais n'a quand même pas disparu, il ne faut pas exagérer, continue. Vous avez des routes commerciales qui subsistent, notamment grâce aux relations avec l'Empire byzantin et le monde méditerranéen. Les produits de luxe tels que les épices, l'huile d'olive ou encore les objets en verre continuent à circuler dans les élites. Dans certaines régions, comme dans le royaume des Visigoths en Espagne, vous avez des tentatives de restauration des infrastructures romaines, notamment les routes et les aqueducs. Ça montre que même après la chute de Rome, les traditions romaines d'urbanisme et d'ingénierie vont perdurer dans certaines villes. La religion, j'y reviens, est au cœur aussi de la vie quotidienne dans les royaumes barbares. L'Église joue un rôle central non seulement en tant qu'institution religieuse, mais aussi en tant qu'élément clé de la société. Les monastères dont je parlais tout à l'heure étaient des centres d'apprentissage, de conservation du savoir, de production économique. C'est dans ces monastères que les moines copient des manuscrits anciens, préservant ainsi une grande partie de la littérature romaine et chrétienne. Si vous avez lu Le nom de la rose ou vu Le nom de la rose, mais il vaut mieux le lire, c'est encore mieux, mais le film est génial, vous voyez en gros à quoi ça ressemble, même si on est au XIIe, XIIIe siècle. Les fêtes religieuses rythment le calendrier, les communautés locales se rassemblent autour des églises pour les célébrations importantes, le clergé, souvent en lien direct avec le pouvoir royal, joue un rôle dans l'administration locale et la justice. Les évêques, notamment, avaient une grande influence politique, surtout dans les villes. C'est l'homme clé de la ville. Dans le royaume des Francs, par exemple, des figures comme Saint Rémy ou Grégoire de Tours ont joué un rôle de premier plan dans la christianisation de la société et dans le soutien à la dynastie mérovingienne, puis carolingienne, etc. L'éducation, quant à elle, est surtout limitée aux élites et au clergé. Vous avez les écoles monastiques, épiscopales, qui forment les futurs membres du clergé et les jeunes nobles. L'apprentissage des lettres latines ainsi que la rhétorique, le droit romain font partie de l'éducation des jeunes, destinés à des carrières ecclésiastiques ou administratives, mais pas que. Pas que, il ne faut pas croire, l'école était aussi ouverte à tous. Après, évidemment, on a besoin de main-d'œuvre, donc très souvent les enfants étaient plutôt utilisés dans les champs. Dans les royaumes barbares, l'Église devient non seulement donc un pilier spirituel, mais aussi un centre de la justice et de la législation. Les évêques respectés, souvent puissants, interviennent dans les affaires civiles et criminelles. Les conciles, comme ceux de Tolède dont je parlais tout à l'heure, dans le royaume visigoth, étaient des assemblées importantes où des lois étaient promulguées, des décisions politiques majeures étaient prises. L'Église joue donc un rôle central dans l'unification des territoires, garantissant une continuité légale et culturelle dans un monde en pleine transformation. Dans cette partie, on a donc exploré une facette moins visible, mais tout aussi importante des royaumes barbares, c'est-à-dire la vie quotidienne. Et après avoir exploré les événements marquants, la vie quotidienne et les structures sociales, il est maintenant essentiel de comprendre l'héritage profond, leur impact sur la formation de l'Europe moderne. Contrairement à l'idée d'une période de déclin, on parle souvent de déclin, on parle souvent de la chute de l'Empire romain, vous savez, c'est la décadence, etc. etc. C'est une ère en fait, de transition qui a en réalité jeté les bases de nombreux éléments clés de l'Europe médiévale et même contemporaine. Les royaumes barbares ont fusionné les traditions romaines et les traditions germaniques, j'insiste, mais c'est extrêmement important, pour créer une nouvelle dynamique politique, sociale et culturelle qui va façonner durablement l'histoire de l'Europe. Les royaumes barbares ne se sont pas simplement donc contentés de conquérir des territoires romains, ils ont aussi formé de nouvelles entités politiques qui vont devenir les ancêtres, tout simplement, des États modernes. Évidemment, je vais pas revenir sur les Francs, les Visigoths, etc., etc. Ces royaumes construits sur les ruines de l'Empire romain ne sont pas simplement des remplaçants. En fait, ils vont innover, ils vont créer de nouvelles formes de gouvernement en expérimentant des institutions politiques qui vont influencer l'Europe pendant des siècles. C'est là l'une des grandes contributions des royaumes barbares. Ils ouvrent tout simplement la voie aux monarchies médiévales et à l'émergence d'États-nations.
L'une des contributions les plus durables de ces royaumes à l'Europe moderne, c'est dans le domaine du droit. J'en parlais rapidement tout à l'heure. Les Visigoths, les Francs et les autres peuples barbares ont tous codifié leurs lois, vous l'avez compris, créant des textes légaux qui fusionnent le droit romain et les coutumes germaniques. Ces codes juridiques ont joué un rôle fondamental dans l'évolution des systèmes légaux européens. Par exemple, les lois saliques promulgués par Clovis et ses successeurs vont constituer l'un des premiers grands codes de loi des Francs. Cette législation va non seulement influencer les pratiques juridiques dans le royaume futur des Francs, mais également poser les bases de la loi successorale française pendant des siècles. Ce code, évidemment, est connu, encore une fois, pour sa règle de la succession patrilinéaire qui va jouer un rôle dans les disputes de succession des rois de France, notamment au moment de la guerre de Cent Ans. Vous savez ce que c'est. En gros, c'est ce qui va exclure les femmes, en fait. En gros, c'est primogenitus. D'accord, c'est le premier-né, mais mâle. Primogenitus mâle. Et donc, c'est par les hommes qu'on peut descendre en termes, enfin pour les rois en tout cas, pas par les femmes, et c'est ce qui va jouer un rôle important. Les Visigoths sous Euric et Récarède ont également rédigé le Code d'Euric, puis le Forum Iudicum, une législation visigothique en Espagne qui incorpore de nombreux principes du droit romain. Ce code influence non seulement les rois gothiques, mais aussi les rois catholiques au moment de la Reconquista. Il joue un rôle central dans l'organisation juridique des royaumes chrétiens ibériques. Ces codes ont jeté tout simplement les bases des futurs systèmes juridiques européens, en introduisant des principes de propriété, de contrat, de succession qui vont perdurer à travers les âges. En fusionnant les traditions donc romaines et germaniques, ces lois ont permis l'émergence de systèmes légaux plus sophistiqués, adaptés aux nouvelles réalités sociales et économiques de l'Europe médiévale. Autre contribution majeure de ces royaumes réside dans le rôle central que l'Église joue dans la stabilisation et l'unification de l'Europe. Après la chute de l'Empire romain d'Occident, l'Église est l'une des rares institutions à avoir survécu. Elle devient rapidement un pilier central, essentiel dans la gouvernance des royaumes barbares. Ce processus de christianisation initié par la conversion des rois, comme Clovis chez les Francs, Récarède chez les Visigoths, va permettre à l'Église de devenir une institution transnationale, reliant les différents royaumes entre eux. L'Église devient ainsi une force unificatrice qui transcende les frontières des royaumes barbares. Elle pose les bases de la future Europe chrétienne médiévale, et j'insiste, l'Europe chrétienne médiévale. Grâce à son rôle dans l'éducation, la préservation du savoir, notamment dans les monastères, la gouvernance, l'Église contribue à maintenir l'héritage romain, à créer de nouvelles structures adaptées aux réalités politiques et sociales des royaumes barbares. L'une des contributions indirectes, mais essentielles aussi des royaumes barbares, c'est la formation progressive du système féodal qui va dominer l'Europe médiévale pendant des siècles, tout simplement pendant 1000 ans. Le féodalisme émerge en partie des pratiques des peuples barbares, notamment en ce qui concerne la relation entre le roi, les nobles et les guerriers. Le comitatus, cette relation de fidélité entre un roi et ses guerriers qui s'engagent à le suivre en échange de terres et de protection, préfigure tout simplement le système féodal. Les terres, distribuées aux nobles en échange de leur loyauté et de leur service militaire, sont une pratique commune dans les royaumes barbares. Et au fil du temps, ces terres deviennent héréditaires et les seigneurs acquièrent une autorité quasi indépendante sur leur domaine. Cette évolution donne naissance à la structure féodale, où le roi ne contrôle plus directement l'ensemble de son royaume, mais dépend du soutien de ses vassaux pour maintenir son pouvoir. Ce système de loyauté et de protection mutuelle devient tout simplement l'épine dorsale de l'Europe médiévale où chaque niveau de la société est lié par des obligations personnelles et des serments de fidélité. Et même si le féodalisme atteint son apogée plusieurs siècles après la fin des royaumes barbares, ses racines sont profondément ancrées dans les structures sociales introduites par les Francs et les autres peuples germaniques. Ces royaumes barbares ont laissé aussi un héritage durable dans le domaine culturel et linguistique, même si le latin reste la langue dominante dans l'administration, la religion et la littérature savante. Les langues germaniques introduites par les peuples barbares commencent à se mêler avec le latin vulgaire parlé par les populations locales, ce qui va donner naissance aux langues romanes que nous connaissons aujourd'hui.
Les Wisigoths, par exemple, malgré leur adoption du latin pour les affaires officielles, ont introduit des mots et des expressions germaniques dans le vocabulaire local. Ça se produit aussi chez les Francs, où la langue franque germanique influence le vieux français. Les traditions orales des peuples barbares, telles que les sagas, les récits épiques, les légendes, vont influencer la littérature médiévale. De nombreuses légendes liées aux rois francs gothiques et aux héros barbares deviennent des sources d'inspiration pour les récits chevaleresques du Moyen-Âge. Bien loin d'être une période de barbarie, comme certains historiens ont pu le suggérer il y a longtemps. Les royaumes barbares, en fait, ont façonné l'Europe moderne. Ils ont permis une transition entre le monde romain antique et la civilisation médiévale, en créant des structures politiques, juridiques et sociales qui vont marquer l'histoire européenne pour des siècles. Ainsi donc, pour terminer, vous l'avez compris, l'héritage des royaumes barbares est toujours présent dans nos institutions, nos langues, nos lois et nos croyances. Ce mélange unique entre deux cultures, autrefois perçues comme un simple choc entre la civilisation et la barbarie, est en réalité à la base de la construction de la civilisation occidentale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et grâce à cette fusion, l'Europe a pu non seulement survivre à la chute de Rome, mais aussi se réinventer pour donner naissance à une nouvelle ère de prospérité et de créativité. Ainsi donc, les royaumes barbares ne sont pas les acteurs d'une période sombre, mais bien les bâtisseurs d'une nouvelle Europe, plus proche en fait de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Occident. J'ai été un peu long, je vous mets la bibliographie dans le texte explicatif de l'émission. On se dit à la semaine prochaine, salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.